Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui chez Daniel Bougnou pour le premier épisode de la Causette. Et on va parler aujourd'hui de Aragon, dont M. Bougnou est spécialiste. Bonjour M. Bougnou. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui chez vous, l'équipe du Câble et culturiste. Alors pour commencer, on pourrait peut-être aborder Aragon de manière assez générale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur lui et son œuvre pour des gens qui ne le connaîtraient pas très spécifiquement ? Aragon est un considérable personnage qui a couvert le siècle. Il est né en 97. Il a fait 2 guerres. Il était engagé en 18 et il a rempilé en 40. Ça fait de lui un personnage assez différent de nous, parce que qui parmi nous a fait 2 guerres ? Il a été mêlé à toute la violence du siècle. Il a embrassé le siècle à la façon dont Victor Hugo a embrassé le 19e siècle. Je pense que l'œuvre d'Aragon, à la fois poète et romancier, a la stature de celle de Hugo. Même si, avec la distance, on considère Hugo comme plus important qu'Aragon. Moi, je pense que leur importance est comparable, surtout qu'ils étaient engagés tous les deux et qu'ils ont touché la mémoire populaire. Hugo par d'immenses romans comme Les Misérables et par ses poèmes, bien sûr, et Aragon par ses poèmes devenus chansons qui ont été extrêmement popularisés par Ferré, Ferrat, Augeret, etc. Il y a plus de 200 poèmes d'Aragon mis en musique aujourd'hui, et donc par là, il a touché la conscience populaire. Il est entré dans la mémoire populaire. Alors c'est un homme très controversé, à la façon dont Hugo, d'ailleurs, de son siècle, de son temps, a été haï, calomnié, piétiné. Il ne faut pas méconnaître que les gens que nous aimons le plus, parfois, sont les gens qui sont aussi les plus détestés. Et donc, au fond, c'est dans le jeu, et ça fait partie de leur charme. Moi, ça ne me dérange pas qu'Aragon soit insulté, parce que, justement, c'est une affaire de passion. C'est passionnel, l'œuvre d'Aragon. Et c'est écrit avec ses propres passions, et il touche les nôtres. Enfin, il touche les miennes, en tout cas. Et justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre passion et la naissance de cette passion ? Comment cette passion est née chez vous ? Elle est rentrée par les oreilles, c'est-à-dire j'ai écouté par chance un disque de Léo Ferré quand il est paru en 61 chez Barclay. Ferré chante Aragon, j'avais 17 ans, c'était mon bachot. Et Aragon m'est vraiment entré par les oreilles, et là j'ai voulu après lire, bien sûr. Alors c'était essentiellement des poèmes tirés du roman inachevé, œuvre aujourd'hui au programme d'une classe préparatoire. Donc le roman inachevé a été porté par moi, auprès de moi, par Léo Ferré. Et ça ne s'est pas démodé. Je pense que ce que chante Léo Ferré est toujours merveilleusement actuel et touchant. En tout cas, c'était ça. Puis après, j'ai perdu de vue Aragon, tout en gardant un œil sur lui. Et je l'ai vraiment retrouvé en 70 quand... par chance, j'ai lu Blanche sous l'oubli après mon agrégation de philo. Alors, avec la philo, j'étais farci de philosophie. Je détestais la littérature. Je trouvais que la philosophie était beaucoup plus surplombante, intelligente, que la pensée par concept était tellement plus forte que les dialogues ou les descriptions des romanciers. Et puis j'ai lu par chance Blanche sous l'oubli à l'instigation d'une amie très chère. Et Blanche sous l'oubli m'a été un coup de foudre, un coup de tonnerre. J'étais sidéré parce que Blanche sous l'oubli, qui est paru en 67, c'est un roman sur la linguistique, où il est question de Michel Foucault, de Lacan, de Derrida, enfin entre les lignes, mais enfin tout ça est brassé dans les années 60. On sent très bien la modernité des années structuralistes dans Blanche sous l'oubli, qui est racontée du point de vue d'un vieux linguiste un peu décadent, un peu marginal, un amateur, pas un vrai universitaire, pas un vrai chercheur, un linguiste poète, un linguiste un peu frotté de surréalisme et de communisme. Et donc, cette histoire m'a infiniment touché. J'ai vu qu'on pouvait mettre en roman les connaissances les plus hautes, et que, comme dit Kundera, le roman est la suprême synthèse intellectuelle. C'est-à-dire, c'est par le roman que le savoir s'accomplit. Voilà. Et il s'accomplit d'une façon totalisante, qui n'est pas du tout totalitaire, au contraire, qui est éclatée, qui est ouverte aux lecteurs, qui est généreuse pour les lecteurs, qui est accueillante. Voilà. Le roman est accueillant. Et moi, j'ai été absolument accueilli, brassé, enveloppé par le Blanche sous l'oubli. Alors après, j'ai voulu tout lire de cet auteur. Celui qui avait écrit ça, je me suis dit, il faut que je lise Aurélien, il faut que je lise Les Beaux Quartiers, il faut que je lise Le Paysan de Paris, tout ce qui va derrière. Voilà. Tout ce qui précède. Par rapport à ce que vous disiez sur ce roman, on voit qu'en fait... Aragon apparaît au centre de vos préoccupations, à la fois la philosophie et la linguistique. Et vous êtes aussi un sémiologue et vous vous intéressez au sikh. Oui, ce qui nous intéresse, nous, au CELSA. Donc, est-ce qu'on pourrait justement dresser un lien entre Aragon et les sikhs ?
Non, ce serait artificiel parce que Aragon ne relève d'aucune spécialité disciplinaire. Et moi, je suis, dans ma vie, coupé en deux entre Aragon d'un côté et les SIC, la médiologie de l'autre. Néanmoins, il y a bien sûr des passerelles que j'ai eu à cœur de creuser parce que Aragon est un grand journaliste, par exemple. C'est quelqu'un qui a une passion pour les journaux. Il a dirigé Ce Soir, un quotidien très, très exigeant dans les années 37-39. Puis, il a dirigé Les Lettres françaises, un hebdomadaire, mais de 52 à 72, année de la mort des Lettres françaises, mort par, le Parti communiste a tué les Lettres françaises par représailles. Donc, Aragon a la passion des journaux. Et au fond, c'est une passion de romancier. Le journal dit l'événement, comme le roman dit l'événement, d'une autre manière, bien sûr. Mais le journal ou le journaliste en Aragon a nourri le romancier et le poète. Et inversement, il a fait avec passion des journaux parce qu'il avait la passion d'écrire et d'écrire toutes les langues possibles, toutes les langues qui peuvent cadrer ou dire l'événement. Et puis, puisqu'avec Régis Debray, je me suis occupé de médiologie, j'ai pensé que... Alors, qu'est-ce que c'est que la médiologie ? C'est l'étude du médium, c'est-à-dire à la fois des médias, et en même temps de l'enveloppe organisatrice autour des faits symboliques. C'est-à-dire ce qui fait qu'il y a une transmission, par exemple. Alors, le médium de la transmission, c'est par exemple l'école, mais ça peut être bien autre chose, un parti comme le Parti communiste. Alors Aragon a eu la passion de l'organisation du corps social. Et s'il est resté si longtemps fidèle au Parti communiste, malgré les crimes, malgré les extraordinaires difficultés qu'il y avait à rester communiste dans les années 70, par exemple, Aragon est mort communiste. Il est mort avec sa poche, avec sa carte du parti dans sa poche, comme on a dit. Bon, il disait lui-même, le Parti communiste, je m'en désolidarise chaque soir, je suis écœuré, bon, et chaque matin je réadhère. Bon, alors il a été fidèle. Et cette fidélité est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a, contre vents et marées, soutenu, eu l'intuition qu'il y avait des gens qui avaient besoin du Parti communiste pour s'organiser, pour tenir debout, pour être dignes, pour être fiers, pour être savants, pour être camarades entre eux, pour tenir entre eux. Et donc Aragon n'a pas voulu se désolidariser de ces gens-là. Donc il est resté fidèle à la classe ouvrière, fidèle au parti, fidèle... Bon, et malgré tout ce qu'on pouvait reprocher, bien sûr, au Parti communiste. Et moi, ça m'a touché. Au lieu de voir en Aragon un salaud, comme on a beaucoup dit, c'est un traître, un type qui... ou bien une âme vile, une âme servile, une âme incapable de rompre. Aujourd'hui, le grand intellectuel, c'est celui... bon, ben, Henri Lévy, c'est bon, les gestes de rompre, les grandes phrases fracassantes. Aragon a mené un combat beaucoup plus courageux, car silencieux, invisible. Il l'a mené au sein du parti. Il l'a mené dans son journal, par exemple. Évidemment, il a payé le prix du journal qui a été supprimé, parce qu'il s'est opposé par exemple, à l'invasion par les soviétiques de Prague en 1968. Et puis, il était en faveur de dissidents qui déplaisaient beaucoup au Parti communiste russe, soviétique. Et donc, Aragon a mené un combat anticommuniste, mais de l'intérieur du Parti communiste. Et donc, ça ne s'est pas vu, beaucoup moins vu en tout cas que les grandes dissidences fracassantes extérieures. Et moi, j'aime aussi Aragon pour cette fidélité inconfortable et pour cette intuition que l'individu n'est pas seul, mais qu'il faut que l'individu collabore à la transmission, à l'organisation, au lien social. Bon, alors il y a des hommes d'église, il y a des hommes de parti, il y a des hommes d'associations, de syndicats. Bon, Aragon était un homme de parti avec tout ce que ça entraîne d'inconfort et parfois de dévoiement, voire de crime. Mais c'était l'envers d'une médaille. De l'autre côté, il y avait des choses brillantes. Les Lettres françaises était un organe très brillant. Aujourd'hui, on est sidéré quand on ouvre les Lettres françaises de voir la proposition culturelle, intellectuelle, riche de la programmation d'un journal comme Lettres françaises chaque semaine. Et c'était la chair et le sang d'Aragon. Il pétrissait ça comme son propre enfant. Enfin, c'était quelque chose auquel il tenait énormément. Et évidemment, tout cela aujourd'hui n'existe plus. Mais voilà, j'aime Aragon pour certaines entreprises parfois chevaleresques. C'est Antoine Vitesse qui a été son secrétaire un certain temps. Et Antoine Vitesse disait, vous savez, Aragon, il n'est pas communiste parce qu'il est contre les... c'est un aristocrate, Aragon. C'est un chevalier, c'est quelqu'un de chevaleresque. Et c'est un homme qui
participe de valeurs très anciennes, qui ne sont plus des nôtres aujourd'hui, et donc il faut le regarder comme un homme d'autre époque. Et en même temps, il a été formidablement engagé dans son siècle, il a formidablement parlé du XXe siècle et des guerres. Comment est-ce que je connais les guerres où était engagé mon grand-père pour la guerre de 14, mon père pour la guerre de 40, qui n'en ont jamais parlé. Mais c'est Aragon qui me décrit les guerres de mon père et de mon grand-père. Et voilà, et par lui, je comprends mieux par où sont passés mes propres aïeux. Et donc, je suis reconnaissant pour cette énorme charge de mémoire et de questions que véhiculent ses romans et sa poésie. Alors, vous anticipiez ma question en nous parlant de son engagement communiste. Aragon avait pour habitude de dire qu'on ne peut parler d'un travail sans en considérer le contexte. Est-ce que vous pouvez nous parler de justement cet engagement dont vous nous avez si bien parlé à l'instant et l'influence qu'il a pu avoir, cet engagement, dans son œuvre poétique et dans ce qu'il a pu écrire tout au long de sa vie disons qu'il est engagé dans les circonstances. Il s'est toujours réclamé d'une poésie de circonstances, par exemple, pour dire ce qui est grand chez un homme, c'est pas d'être éternel, c'est pas d'être intemporel, c'est au contraire de coller à la circonstance, de coller au contexte, à l'énonciation. Le journalisme, c'est ça, n'est-ce pas ? C'est d'être chaque jour affronté à des questions absolument circonstancielles, qui n'auront plus d'intérêt dans 8 jours, mais qui aujourd'hui sont prenantes et angoissantes. Et voilà. Et donc, Aragon a été un homme au jour le jour. Et donc, il a beaucoup varié, parce que c'est pas un dogmatique du tout, c'est pas quelqu'un qui serait né avec bardé d'idées particulières et qui les aurait maintenues contre vents et marées toute sa vie. Au contraire, il dit « j'ai passé ma vie à apprendre ». Et donc, il dit par exemple « j'avais 20 ans, je ne comprenais pas ». C'est un poème célèbre qui s'appelle « Les larmes se ressemblent ». « J'avais 20 ans, je ne comprenais pas ». C'est une phrase typique d'Aragon, parce qu'à 20 ans, on est bête. Bon, Kundera dit ça aussi très bien. Je ne dis pas ça pour les étudiants du CELSA, mais nous avons tous, à chaque instant de notre vie, beaucoup à apprendre. Voilà. Et Aragon a été constamment dans cette ouverture du futur, ouverture de la culture, de la connaissance, des émotions. La vieillesse aussi est une aventure, disait-il. Moi, je l'ai connu vieillard. Je l'ai connu dans les années 70. C'est un beau vieillard, Aragon. C'était un homme très surprenant. Mais justement, il a eu plusieurs vies. Je disais, il a fait 2 guerres. Et puis, il a fait la guerre froide. Et puis, il a beaucoup aimé. Et dans Aurélien, il dit que l'amour aussi, c'est une guerre. Et il s'est beaucoup engagé, y compris dans l'amour, y compris dans le couple, dans ses propres sentiments. Il les a exprimés avec parfois violence et parfois presque impudeur. Mais et puis il a fait parler tellement de gens. Il a parlé pour tellement d'autres qui avaient pas le même don de la parole que lui. Par exemple, Henri Matisse, il a fait un monument sur la peinture d'Henri Matisse, mais il en a fait sur d'autres, sur Géricault, le peintre. Il a beaucoup d'écrits sur l'art chez Aragon, parce que l'art ne parle pas comme le poète. Et donc l'art appelle la parole des poètes ou des critiques. Et donc, Aragon a été un porte-parole et un formidable libérateur. Alors moi, ce que j'aime en lui, vous me demandiez à propos des sciences de la communication, ce que j'aime en lui, c'est celui qui donne la parole et celui qui a une parole tellement supérieure à la nôtre. Parce que le style d'Aragon, c'est éblouissant. Quand on écoute ses poèmes, quand on lit ses romans. Et ses romans sont des éventails de paroles. C'est-à-dire, il n'y a pas une parole dans les romans. Le propre du roman, c'est la polyphonie. C'est le fait que les personnages parlent chacun leur propre langue, leur propre dialecte, leur propre babil, dit-il, leur propre argot, dit-il aussi dans Blanche l'oubli, l'argot d'aimer. Par exemple, quand un couple se forme, il développe un argot, parce qu'il y a une connivence qui fait qu'on recrée le langage. Aragon était un linguiste à quelques égards. Il a eu la passion de la création ou de l'évolution ou du choix des mots. Et comment les mots vivent en nous, entre nous bien sûr, mais chacun élabore son propre idiome. Et c'est avec ces idiomes que le romancier tisse son œuvre ou sa poésie. Et d'ailleurs, c'est rare qu'un homme soit à ce point poète et romancier. Et par ailleurs critique, journaliste, essayiste. Et comme Hugo, Aragon a cette double casquette, ce serait un très vilain mot, mais il a cette double compétence de romancier et de poète, de grand romancier, de très grand romancier et de très grand poète. Alors les gens préfèrent tantôt l'un, tantôt l'autre. Moi, j'ai édité en 5 volumes Pléiades les romans d'Aragon. Donc je n'ai pas touché à la poésie pour l'édition, sauf qu'on m'a confié on m'a confié l'édition du Paysan de Paris qui est classé en poésie, mais qui n'est pas vraiment un poème. Mais j'ai édité
Aragon romancier. Mais je sais qu'il y a la face immense du poète qui a évidemment alimenté le romancier et aller-retour entre les deux versants de son œuvre. Roman et poésie se nourrissent mutuellement. Mais je ne saurais pas dire si Aragon est plus grand poète ou plus grand romancier, parce que lui-même dit qu'il pratique la confusion des genres. Pour lui, il n'y a que la parole, dit-il. Et c'est la parole qui me saisit, dit-il. Il est traversé par la parole. Alors ça prend parfois le chemin de la poésie, parfois le chemin de la prose, et parfois ça mêle un peu les deux, comme dans le dernier roman, Théâtre roman, où il y a beaucoup de poésie. Bon. Mais par ailleurs, il y a un recueil de poésie qui s'appelle Roman inachevé. Donc voilà, il y a une hybridation entre, en tout cas, un courant très fort et alternatif, enfin qui va dans les deux sens, chez Aragon, entre le poète et le romancier. Ce qui fait sa grandeur, bien sûr, ce qui fait son originalité très, très spéciale. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de l'amour comme une guerre, et c'est Aragon qui emploie ces mots. Justement, on aimerait aussi parler avec vous de sa relation avec Elsa Triolet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, et sur l'influence que cette relation a pu avoir aussi dans l'œuvre d'Aragon? Elsa Triolet, il la rencontre en 28, alors qu'il est dans une liaison qui s'est achevée de façon affreuse par une tentative de suicide de sa part, Aragon. Donc c'est un peu lourd. Il rencontre Elsa sur un mode, comment dire, de dérive. Il est à Montparnasse. Il a touché de l'argent. Alors cet argent, il le dilapide. Il vendait un tableau. Bon. Et il croise Elsa, qui elle-même est suicidante à l'époque. Et donc ce sont deux êtres très, comment dire, à la dérive, qui se croisent. Et Elsa avait lu Le Paysan de Paris. Et elle voulait connaître l'auteur du Paysan de Paris. Elsa est une juive, émigrée, en rupture de URSS. Bon, elle est née à Moscou. Et alors, Aragon accréditera la thèse du coup de foudre et qu'il a rencontré Elsa et le même soir il ne l'a plus quittée. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Bon, on connaît l'arrière du décor. Ils ont mis quelques mois à tomber ensemble dans la vie, à marcher ensemble. Mais enfin, bon, Aragon de fait a vécu 42 ans avec Elsa, de 28 à 70, date de sa mort. Oui, ça fait 42. Et il lui est resté, je crois, absolument fidèle. Contrairement à Elsa, qui a eu des amants quelquefois, mais Aragon n'a pas eu cette, comment dire, infidélité vis-à-vis d'Elsa. Donc il a été loyal, je dirais, dans cet amour d'Elsa. Pardon ? Oui, Aragon est l'homme de fidélité très forte. Mais il a voulu faire d'Elsa un mythe au fil de sa création poétique, et notamment pendant la guerre. Alors les d'Elsa en 42, bon, et puis après alors, il y a eu des poèmes un peu too much, on dirait, concernant le délire d'aimer Elsa. Bon, je veux dire, il nous a gonflé un peu avec son amour d'Elsa. Bon, manifestement, ses amis s'en plaignaient en disant bon, les yeux d'Elsa, c'est les pupilles de la nation. Bon, enfin, on était un peu trop dans l'idéalisation. Alors, c'est très curieux de la part d'Aragon d'avoir voulu faire d'Elsa une religion. Et néanmoins, ça n'efface pas leur relation charnelle, conjugale. C'était un vrai amour. Mais, comment dire, le publier à ce point et en faire un tel opéra lyrique d'aimer, bon, franchement, c'est trop, c'est vrai. C'est peut-être un peu indécent. En tout cas, pour Elsa, c'était écrasant. Elle s'en plaignait. Et Elsa a écrit un livre intitulé Personne ne m'aime, par exemple, ce qui est un peu étrange de la part d'Elsa. Bon, mais bon, il faut le prendre comme ça aussi. Il faut se dire que Elsa a été, comment dire, écrasée par le fait qu'Aragon l'a statufiée et en a fait. Alors, lui-même est très lucide par rapport à ça. Et par exemple, il dit dans Aurélien, qui est un roman sur les mille et une façons d'aimer. Aurélien est un recueil à la fois des pièges, des errances, de la merveille qui est l'amour et de l'horreur qui est aussi l'amour quand il est mal accompli, mal vécu, la jalousie qui est l'envers de l'amour. Et Aragon était très jaloux, il l'a souvent dit, il a écrit un livre important, un roman important sur la jalousie qui s'appelle La mise à mort en 65, et c'est un roman presque indécent sur la noirceur absolue dans laquelle l'amour peut tomber quand il se transforme en jalousie. Et c'est un roman sur l'ambivalence d'aimer. Lacan appelle ça l'aine-amoration, c'est-à-dire ce qu'il y a de haine logeant dans l'amour et inversement. N'est-ce pas ? Comment l'amour et la haine peuvent être enchevêtrés, intriqués. Aragon ne nous cache rien des horreurs de l'amour. Alors, dans ses romans, mieux que dans ses poèmes sont parfois idéalisant, pas tous. Le Fou d'Elsa est un formidable, en 400 pages, formidable analyse du fait d'aimer. Enfin, le Fou d'Elsa, c'est indescriptible. C'est une merveille absolue, mais
mais c'est tellement vertigineusement profond, le Fou d'Elsa, qu'il faudrait y consacrer des heures. Bon, mais à part le Fou d'Elsa, qui est un poème presque psychanalytique, de descente dans l'enfer, le désespoir d'aimer, mais cette exploration la face noire de l'amour, qui est la jalousie, est notamment effectuée par Aragon dans La Mise à mort. Et les romans sont des explorations parfois très noires. Et Le Conte d'Irène, qui paraît en 28, qui est un roman érotique, sous le manteau, anonyme, jamais signé, jamais reconnu par Aragon, Le Conte d'Irène est aussi une descente dans les enfers de l'amour, les enfers du désir. Et en tout cas, Aragon ne nous cache rien de cela, ni l'érotisme, ni la pornographie, ni l'idéalisation amoureuse, ni la jalousie, ni tous ces pièges, le narcissisme qui est au cœur de La Mise à mort, le piège du narcissisme, parce que celui qui proclame son amour, bien sûr, il s'aime lui-même d'aimer l'autre, il se grandit par le fait d'aimer l'autre, et donc il y a comme un égoïsme coudé, un égoïsme en miroir, qui se construit à travers une relation prétendument amoureuse ou altruiste. Bon, rien de cela n'échappe à Aragon, et il en parle magnifiquement. Et donc, si on va avoir des éclaircissements sur les pièges, les horreurs, les noirceurs d'aimer, je dirais Aragon est un bon guide. En tout cas, c'est pas quelqu'un d'édulcorant. Et donc, si on aime les idées simples, droites, claires, idéalistes, il ne faut pas lire Aragon, parce que Jean Ferrat, peut-être, a effectivement recueilli une certaine vulgate superficielle, pas superficielle, mais une certaine vulgate, disons, populaire du bonheur d'aimer. Bon, dans Jean Ferrat, on entend des chansons qui célèbrent le bonheur d'aimer. Mais, je veux dire, ça, c'est la surface. Bon, Aragon est descendu tellement plus profond sous la surface qu'il faut l'accompagner dans certains textes poétiques ou romanesques. Plutôt romanesques, si on cherche l'envers du bonheur d'aimer. Vous parliez du coup d'Aragon comme un guide et comme quelqu'un qui peut guider justement la jeune génération qui découvre l'amour et ses ambiguïtés et la noirceur de l'amour. Et par rapport à ça, au fait que Aragon peut être un guide pour la jeune génération, il est cette année au programme, comme vous le disiez, des classes préparatoires. C'est le roman inachevé qui est proposé cette année aux étudiants qui préparent l'ENS. Et en fait, ce roman inachevé est bien appelé roman, et pourtant c'est plus de la poésie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, et aussi sur le caractère autobiographique de cette œuvre? Oui, j'ai écrit un petit foliothèque, comme on dit chez Gallimard, justement, avec Cécile Narjou, nous avons publié il y a 10 ans le roman inachevé d'Aragon. Bon, donc ça servira aux classes préparatoires cette année, en effet. Et donc c'est un volume, un titre qui m'a beaucoup retenu, le roman inachevé. C'est un des plus beaux titres d'Aragon. C'est vraiment, si on veut entrer facilement dans Aragon, après tout, il y a des entrées plus faciles que d'autres. La Mise à mort est une entrée difficile, Paris en 65. Le roman inachevé en 56, c'est fluide et merveilleux. Et Léo Ferré a pavé le chemin, parce qu'il a les 10 chansons du disque, 8 sont tirées du roman inachevé. Alors pourquoi roman? Parce que le roman, c'est le nom de la vie quand elle se parle. Roman, romance, alors ça communique évidemment. La romance, c'est déjà la chanson, et c'est aussi le poème. Et donc, Aragon, il raconte sa vie. En effet, c'est son unique autobiographie. Il n'a pas tellement raconté sa vie ailleurs, sinon là. Alors, bien sûr, il est inachevé, puisqu'il paraît en 56. Et toute autobiographie est inachevée par définition, puisque on l'écrit avant sa mort. Donc, il reste à vivre. Alors, que raconte le roman inachevé? Eh bien, l'enfance truquée d'Aragon, c'est-à-dire, tout le monde sait ça maintenant, mais enfin, il n'a pas de mère, quoi. C'est très lourd. A fortiori, il n'a pas de père. Mais c'est un enfant né sous X, Aragon. Et néanmoins, tout le monde est là. C'est-à-dire, le père est là, mais comme parrain. La grand-mère est là, mais comme mère adoptive. La mère est là comme sa sœur. Ses sœurs ses tantes deviennent du même coup ses sœurs, les sœurs de sa mère, bon, etc. Mais la parentèle est complète, mais avec des noms totalement faux. Et donc, l'enfant développe un mensonge à l'origine, un roman familial totalement mensonger, et donc il embrasse le mensonge, et même il le cautionne, il le rémunère, comme dirait Mallarmé, il le rémunère pour simplement coller à la famille, pour coller à ce qu'on dit, à ce monde qui est le sien, qui est un monde tordu, un monde truqué, mais qui est son monde. Après tout, il n'a pas le choix. On ne choisit pas sa famille, par définition. Donc la famille d'Aragon est une famille atrocement mensongère et compliquée. Ce qui explique un peu son adhésion au Parti communiste. Parce qu'il retrouve dans le Parti communiste, qu'il dit être sa nouvelle famille, il y retrouve les mensonges, les trucages, et tout ça est assez bien expliqué par lui au fil du roman inachevé précisément. Alors c'est un
il n'aime pas dire recueil, c'est une suite de poèmes qui racontent chronologiquement son enfance, son adolescence, la guerre, magnifique poème de guerre, plusieurs poèmes de guerre dans la roman inachevé, la première guerre et la seconde guerre, qui racontent la grande liaison avec Nancy Cunard, celle pour laquelle il s'est suicidé entre guillemets à Venise en 28, très beau poème sur Venise au passage dans le roman inachevé, et puis la passion torride avec Nancy, qui est une aristocrate, qui est une femme volage, qui est un personnage très attachant d'ailleurs et qui a fait une carrière littéraire et dans la résistance. Mais Nancy ne peut pas convenir à Aragon. Néanmoins, les plus beaux poèmes, et Elsa s'en plaignait, les plus beaux poèmes du roman inachevé sont dédiés à Nancy Cunard. Enfin, à l'oreille d'Elsa, elle trouvait que c'était les plus beaux poèmes. Et c'est vrai, je pense que c'est bouleversant de lire ce qu'Aragon écrit sur Nancy, et il n'y a pas l'équivalent dans la suite du roman sur Elsa, même si à la fin, il se rattrape un peu. Alors il y a le problème de la dédicace, la dédicace, c'est à Elsa ce livre sur laquelle, etc., bon, je ne sais plus comment il dit, mais cette dédicace n'apparaît qu'à la 2e édition. Donc il y a un petit problème d'attribution ou de sincérité dans la dédicace d'Aragon à Elsa. Bref. Mais il y a des choses très très touchantes dans le roman inachevé, des choses par exemple sur la Deuxième Guerre mondiale. L'Affiche rouge, c'est un poème que tout le monde connaît, qui est un des grands poèmes du roman inachevé parce que très bien mis en musique par Léo Ferré. Et puis c'est un poème, comment dire, c'est une chapelle ardente, l'Affiche rouge. C'est-à-dire, c'est un poème écrit pour que survive dans la mémoire collective le sacrifice des 23 immigrés qui n'avaient rien à faire en France, bon, qui sont venus, la main-d'œuvre, MOI, la main-d'œuvre immigrée, et qui se sont mis au service de la résistance, du Vercors, et qui en sont morts. C'est pour dire que Aragon écrit pour les autres, avec un altruisme assez étonnant. Et j'ai souvent pensé que pour des grands romans comme les siens, il faut un altruisme démesuré pour se mettre à la fois à la place de tant de gens, être le porte-parole de tant de disparus, de morts, qu'on oublie, parce que, bien sûr, l'histoire est faite par... il y a une histoire officielle, bon, qui laisse tomber. Alors le roman recueille, en marge de l'histoire officielle, quantité de destins que l'histoire officielle oublie et laisse tomber. Et la charge du roman, la beauté du roman, la générosité du roman, c'est bien sûr d'être à la recherche des micro-vies, des vies minuscules qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas voix à la grande histoire, qui n'accèdent pas à la grande histoire. Et là, je trouve que Aragon a joué un rôle formidable de piété et de mémoire collective. Alors, pourquoi est-ce que ça chante, le roman inachevé, et pourquoi est-ce que les musiciens l'ont à ce point adopté, Aragon poète, puisque je disais 200 poèmes d'Aragon à ce jour ont été mis en musique. Parce que Aragon faisait lui-même de la chanson ou du chant, le chant, ceux qui chantent, le critère de la poésie. Qu'est-ce que la poésie? C'est ceux qui chantent. Et c'est vrai, il y a une très grande proximité entre Aragon poète et le musicien. Alors, que lisant Aragon, on a un plaisir d'oreille, presque immédiat, et un plaisir de le dire, de l'énoncer. Ça tombe très bien, ça tient très bien dans la bouche, Aragon. C'est un plaisir de l'articulation vocale, plaisir du choix des mots et de leur rythme et de leur rime. Et donc, la poésie est l'antichambre du chant, et une très grande proximité. Et donc voilà, il y a ce passage mélodieux de la parole à la poésie, de la prose à la poésie et de la poésie à la chanson. Du même coup, la chanson s'en trouve anoblie et très, très valorisée. Une chanson de Ferré, de Ferrat, parfois ce sont des merveilles. Augeret a très bien chanté aussi Aragon. Il y a Monique Morelli, ça j'aime moins, mais il y a Isabelle Aubray l'a chanté, Catherine Sauvage, Hélène Martin. Il y a une très belle chanson de Colette Magny sur Richard de Quarante avec sa voix rauque. Enfin, il y a des mises en musique magnifiques. Je vous invite à écouter ça. Moi, j'écoute très souvent. Il y a un deuxième disque de Jean Ferrat qui est beaucoup moins connu que le premier. Et ce deuxième disque contient des trésors. Et là, je me régale encore ces jours-ci à écouter le deuxième disque de Jean Ferrat. Voilà. Bon, où Aragon parle notamment des peintres. Il y a des magnifiques poèmes chantés par Ferrat sur Chagall. Et très amusant d'ailleurs à déchiffrer dans ses énigmes, dans ses allusions. Voilà. Oui, on parlait par rapport justement à la mise en musique, vu que ça a été fait de son vivant, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a été perçu par Aragon ? Bon, je pense qu'Aragon a gagné plus d'argent par le disque que par sa propre publication littéraire.
Donc il était très content que ça lui rapporte. Il me l'a dit un jour assez crûment. Il m'a dit bon, ça c'est de la galette. Il m'a dit ça rapporte mieux que les livres. Bon, mais Elsa curieusement n'aimait pas Léo Ferré. Or c'est Léo Ferré qui a initié la mise en musique d'Aragon. Elsa, dans une lettre à sa sœur, puisqu'on a maintenant cette publication des lettres d'Elsa à Lily Brick, Elsa disait ce Ferré qui nous embête, qui prend toute l'affiche pour lui, parce que peut-être le nom de Ferré était plus grand sur l'affiche que le nom d'Aragon. Et Elsa allait je crois que c'était à l'Olympia que Ferré a donné son récital, et Elsa traînait les pieds en disant que Ferré accaparait le génie d'Aragon et qu'il le dévoyait en quelque sorte. Elle ne mesurait pas à quel point ça allait pourtant dans le bon sens, et notamment financier. Donc Elsa avait tort, mais sur ce point. Mais Aragon, on était bien content, mais sans avoir un dialogue particulier ou une richesse particulière avec Ferré, ni Ferrat d'ailleurs. Ferrat, c'est peut-être a eu sujet à se plaindre qu'Aragon ne le considère pas tant que ça. Et avec Ferré, bon, il n'avait rien pour se rencontrer. Ferré, c'est l'anarchiste, c'est le foulard rouge, c'est un personnage très individualiste. Et face à Aragon, je pense que sur la pochette du disque Barclay en 61, on voit Aragon, 56 rue de Varennes, accueillir Léo Ferré dans la cour pavée de l'hôtel. Bon, Ferré entre avec cette allure dandy, cette allure individualiste, anarchiste, et Aragon étant en costume croisé bourgeois, 3 pièces, bon, ça fait un contraste bizarre, alors que, bon, Aragon n'a pas du tout le look d'un grand poète, alors que Ferré, il a tous les insignes du génie bohème et saltimbanque. Bon, donc d'un côté, il y a un peu le cliché du poète errant, qui est Léo Ferré, et de l'autre, du bourgeois installé, que pourrait être Aragon, ce qui n'est pas le vrai du tout. Mais bon, la photo est assez, mensongère, ou du moins un peu trompeuse sur ce plan. Mais enfin, pour dire que la mise en musique d'Aragon s'est faite à côté de lui. Pas à son insu, mais il n'y a pas spécialement prêté la main. Voilà. Vous dites que vous avez rencontré Aragon. On aimerait, nous, au Câble et chez Culturiste, savoir ce que ça fait de rencontrer un poète qu'on a autant aimé et dont on a lu presque toute l'œuvre. J'ai eu un grand choc à l'hôtel du Cap-Brun parce que j'étais le sujet, si je peux dire, d'une drague homosexuelle d'Aragon qui avait viré homosexuel après la mort d'Elsa, et il m'a entraîné dans sa chambre. Il y a eu un épisode absolument hallucinant que je raconte, que j'ai mis sur mon blog, et donc je vous y renvoie. Ça s'appelle Pour ne pas oublier Castille, mais c'est un épisode pour moi inoubliable, d'un Aragon travesti en drag queen, enfin quelque chose d'hallucinant, mais je le raconte véridiquement. Certains m'ont accusé de forger une fable, pas du tout, bien sûr, j'aurais jamais osé, et ça m'a tellement frappé. Et ça m'a fait, aimer davantage Aragon, parce que je me suis dit, il est tellement fêlé que finalement, ça me l'a rendu plus proche ou fraternel. Mais Aragon n'était pas, transcendant ni autoritaire. C'était quelqu'un très accessible, très, j'allais dire fraternel. C'est comme j'ai eu la même expérience avec Edgar Morin. C'est des gens qui sont tout de suite amicaux. Et j'ai senti qu'Aragon avait besoin du jeune homme que j'étais. Il était curieux de moi. Et donc, j'avais écrit un petit livre sur lui à l'époque, sur Blanche ou l'oubli, donc, avant de le rencontrer. Mais du coup, ça me l'a rendu... il m'a reçu comme un auteur de plein pied avec lui, alors que j'étais un gamin, quoi. Et il m'a invité rue de Varennes plusieurs fois, et puis à l'hôtel résidence du Cap-Brun. Moi, j'étais prof à Toulon, et Aragon j'étais prof de philo en classe terminale à Toulon, et Aragon venait à Toulon pour ses vacances, régulièrement, parce que je pense qu'Aragon, en réalité, est né à Toulon, et que Toulon est une ville, pour lui, qui a marqué son enfance, sa toute première enfance, et donc il a eu à cœur de consacrer les dernières années de sa vie à passer chaque été à la résidence hôtel du Cap-Brun à Toulon. Et moi, j'habitais à 300 mètres du Cap-Brun, sur la corniche de Morillon. Et donc, j'ai vu Aragon dans ce cadre estival, un maillot de bain, Aragon, pas de la piscine, et tout un caravansérail homosexuel autour de lui, de tas de jeunes gens qui vivaient à son crochet. C'était assez pénible, le côté court autour de lui. Mais lui fendait ça comme une frégate amirale, une flottille de petites barques de pêche. Il était là au milieu. Bon, les gamins jouaient dans le bassin. Et puis lui se prenait des bains de mer très... à son âge, c'était assez spectaculaire. L'hôtelier le suivait avec ses jumelles parce que l'hôtelier a espéré qu'il ne mourrait pas en mer et qu'il reviendrait payer sa note. Mais Aragon fendait la mer. Il partait perpendiculairement à la plage, au rocher du Cap-Brun.
il nageait 1 kilomètre au large et il revenait, bon, tout seul. Et c'était risqué, je dirais. Il avait été un peu cardiaque, il aurait pu y rester, bon. Mais enfin, c'était un grand vieillard athlétique et un grand vivant. Un homme qui vivait à grande enjambée, qui ne se ménageait pas, qui avait beaucoup de relations très éclatées, très incompatibles entre elles, j'allais dire. Quelqu'un de très bizarre, amusant, et en tout cas pas ennuyeux pour un sou, avec une conversation extrêmement fastueuse, drôlatique. Il mimait plein de gens en parlant, il s'amusait de parler, à moi comme à d'autres. Et j'avais un petit garçon de 1 an, et Aragon l'a pris sur ses genoux, et il n'a plus parlé qu'avec ce petit garçon qui était lui-même gazouilleur, mais pas vraiment dans la parole. Et Aragon s'est pris de passion pour mon jeune enfant garçon, Brieux à l'époque. Et donc j'ai des photos de Brieux sautant sur les genoux d'Aragon. Et j'étais envieux et presque jaloux de Brieux accaparant l'attention d'Aragon. Voilà. Bon, mais c'est pour vous dire que on entrait très facilement dans le cercle d'Aragon et qu'il n'y avait pas d'obstacle. Même au téléphone, on appelait chez lui, c'est lui qui décrochait. Alors qu'aujourd'hui, le moindre chef de bureau vous ferait passer par des musiques d'attente et par des secrétaires. Aragon décrochait, il disait « Ah Daniel, vous êtes à Paris, montez me voir ». Bon, c'était très, très ouvert, très facile. Et c'est comme ça, je pense, qu'il a écrit ses romans. C'est en rencontrant des gens, c'est en restant dans cette mentalité élargie de l'homme qui fait des rencontres et qui ne s'épargne pas, qui ne se restreint pas dans la vie, qui ne se renferme pas, qui ne se protège pas des autres, au contraire, qui va à la rencontre des autres. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Bougnou, pour tout ce que vous nous avez dit sur Aragon. On comprend donc qu'Aragon était un amoureux de la vie, un amoureux des gens et un amoureux de la parole. Ah oui. Et justement, on vous donne la parole pour ce dernier mot pour l'émission, si vous avez quelque chose à ajouter en particulier. Une recommandation de lecture ou d'un titre, par exemple. Bon, les prépas, ils savent ce qu'ils ont à lire, c'est le roman inachevé, pour entrer à Normal Sup. Mais moi, je dirais, tout à l'heure, je disais dans le versant œuvre poétique, on m'a chargé d'éditer Le Paysan de Paris, qui est classé en poésie. Et Le Paysan de Paris, c'est un ouvrage extrêmement singulier, c'est un chef-d'œuvre, mais très singulier, qu'Aragon n'aurait pas dû écrire, parce que même dans le cadre du surréalisme, où ce poème, c'était inclassable, mais où cet ouvrage est paru, dans le cadre du surréalisme, cet ouvrage a fait tâche. Il a été blâmé par les uns, encensé par André Breton, mais bon, c'était vraiment un aérolithe, quelque chose qui est tombé comme ça dans un jardin qui n'était pas fait pour le recevoir. Le Paysan de Paris est un merveilleux ouvrage pour les jeunes gens. C'est écrit par un jeune homme qui n'a pas 30 ans et qui est un formidable guide pour la sensualité d'un corps qui va à l'aventure dans les rues de Paris et qui fait des rencontres, justement. Et le flâneur, voilà. C'est la grande tradition de Baudelaire, la grande tradition... Alors, Walter Benjamin admirait par-dessus tout Le Paysan de Paris. Et il a écrit le livre des passages en développement du Paysan de Paris. Mais il ne faut pas aller aux secondes mains, il faut aller au chef-d'œuvre. Et Walter Benjamin est l'ombre portée d'Aragon écrivant Le Paysan de Paris. Donc on peut lire Benjamin, mais il faut évidemment avoir lu Aragon pour apprécier ce que dit Benjamin des passages. En tout cas, lisez Le Paysan de Paris, lisez l'original, plus que la copie, et appréciez le niveau de langue qu'on trouve dans Le Paysan de Paris. C'est assez exceptionnel, et je pense que pour des jeunes gens, il y a des choses à méditer. Donc Aragon n'est pas un chien crevé, ni une vieille barbe. C'est dans ses ouvrages, si on les lit comme ça, en les replaçant dans leur contexte, mais leur contexte est le nôtre. Le Paysan de Paris n'a pas pris une ride, ça n'a pas vieilli, on peut toujours partir dans Paris, comme a fait Aragon en 25, en 24, et avoir avoir une curiosité, car il nous apprend, il nous aiguise notre curiosité, il nous met au défi des rencontres, de ce qu'il y a d'extérieur, d'étranger, d'altérité dans ce monde qu'on croit familier et qui en fait recèle des vertiges, des abîmes, des infinis. Une maxime d'Aragon dans ces années-là, c'était faites entrer l'infini. Après tout, c'est une belle maxime pas seulement pour un poète surréaliste. Et c'est très bien pour la fin. Merci beaucoup.